Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de notre série sur l'Union européenne, on a bien sûr voulu interroger Georges Gastaut, que vous connaissez sûrement si vous suivez notre chaîne. Georges Gastaut qui est philosophe, marxiste, militant communiste et secrétaire national adjoint du PRCF, donc le pôle de renaissance communiste en France. Et donc on va parler avec lui de l'Union européenne et du véritable enjeu des élections européennes à venir, donc en juin 2024. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi l'Union européenne est un outil au service de la classe capitaliste, notamment des actionnaires du CAC 40, et en quoi elle sert donc la bourgeoisie contre les intérêts des travailleurs de notre pays et des autres pays européens? Bien sûr, oui. Effectivement, l'Union européenne n'est pas le cadre neutre qu'on voudrait nous vendre, en nous disant que c'est simplement une structure territoriale et que le contenu de cette Union européenne, ce sera ce que nous en ferons en fonction des rapports de force. En réalité, dans l'Union européenne, les rapports de force sont contraints, si l'on peut dire. C'est comme du béton précontraint, comme diraient les ingénieurs de l'État. Alors, effectivement, la première des choses, c'est une réalité historique. Il faut tout simplement, sans entrer dans le détail, voir que l'Union européenne, ou ce qui l'a précédé avec, par exemple, le traité de Rome, a été entièrement construite dans la perspective de réfréner le socialisme en Europe, qu'il s'agissait véritablement là d'une alliance atlantique, d'une Europe atlantique tournée contre l'Union soviétique, et que d'ailleurs, pour finir, l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui est le résultat. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai ce que tu es. Le résultat de cette contre-révolution qui a détruit les pays socialistes, qui a détruit l'Union soviétique et qui s'est traduite, appelons les choses par leur nom, par l'annexion de la RDA par la RFA et par l'annexion de l'Europe socialiste à l'Europe occidentale. Et donc il y a là quelque chose qui s'appelle effectivement une structure contre-révolutionnaire. Les historiens pourraient parler de la Sainte Alliance qui avait pris naissance lors de la défaite de la Révolution française, mal représentée, mais représentée quand même encore par Napoléon, lorsque les puissances de l'époque ont voulu mettre le peuple français sous tutelle, en réalité, et tous les peuples d'Europe qui voulaient, à l'époque, c'était déjà le mouvement des nationalités, avoir un État-nation à eux pour pouvoir faire de la politique. Et donc on les a mis sous tutelle, ça s'est appelé la Sainte Alliance. Là, ce n'est plus une Sainte Alliance féodale et monarchique, parce que autre temps, autre mœurs, mais c'est une Sainte Alliance capitaliste et impérialiste. La deuxième chose, c'est qu'il suffit de voir tous les traités européens les uns après les autres et de regarder ce qu'il y a dedans. Il faut soulever le capot. Il ne faut pas simplement dire l'Union européenne, c'est 27 pays, et puis regardez, grâce à l'euro, on va à droite, on va à gauche, on va au milieu, comme si c'était une simple réalité géographique. C'est une réalité juridique contraignante. L'Union européenne, c'est un ensemble de traités qui sont extrêmement douloureux pour les masses populaires. Alors il y a par exemple cette phrase qui revient d'une façon ou d'une autre dans tous les traités européens et qui prescrit le contenu des politiques qui vont être suivies, des politiques néolibérales et capitalistes, puisqu'il est dit à chaque fois que l'Union européenne est une économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée. Économie de marché, c'est une euphémisation de capitalisme. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de sortir en réalité du capitalisme. C'est une économie ouverte sur le monde, c'est-à-dire que l'horizon, c'est le libre-échangisme mondial, exactement ce que ne voulaient pas les paysans récemment quand ils ont pris d'assaut les préfectures, et où la concurrence est libre et non faussée. Ça veut dire que les monopoles d'État, comme la SNCF, comme l'EDF, comme la Poste et j'en passe, sont interdits, ou la sécurité sociale. Et qu'il va falloir remplacer tout ça, et plus vite que ça saute, par des privatisations. Et enfin, à l'arrière-plan, pour museler et pour verrouiller tout cela, il y a l'euro, qui lui-même n'est pas du tout quelque chose de fluctuant et qui pourrait, comme nous le dit M. Roussel ou tant d'autres, devenir une sorte de structure favorable à l'investissement social, par exemple. On nous dit l'euro, la BCE, ça va nous aider à investir dans le social et ainsi de suite. L'euro et la BCE sont cadrés. Et notamment, on le voit en ce moment, c'est pas du tout de la théorie que je fais là, c'est de la réalité, par les coupes claires qui vont tomber sur tous les budgets sociaux dans le pays, sur tous les services publics, les 3% pour tenir l'euro. L'euro, c'est l'alignement, regardons les choses en face, mes chers concitoyens, c'est l'alignement de toutes les monnaies européennes sur le Deutschmark,
c'est-à-dire sur une monnaie forte, dont les autres monnaies ne sont que de pâles copies, et pour obtenir cet alignement, il faut sans arrêt tirer la langue, en quelque sorte. Et quand il y a un problème réel, il faut remettre tout ça à niveau. Vous remarquerez toujours que les États dits frugaux, c'est-à-dire en réalité l'Allemagne et les pays du Nord, sont sans arrêt en train d'appuyer sur la tête des pays du Sud pour obtenir cet alignement d'une monnaie commune, d'une monnaie unique sur le Deutschmark. Si vous avez donc envie d'avoir à perpétuité une austérité sur les services publics, sur les salaires et sur la protection sociale, continuons comme ça et vive l'Europe sociale, comme diraient les gens qui croient encore à ça. Après tout, il n'est pas interdit, même quand on est adulte, de croire aux contes de fées. Bon, alors cela étant dit, il y a un argument encore, je pense, plus fondamental dans la période où nous sommes, c'est la question de l'impérialisme. Nous nous dirigeons tout droit, est-ce que chacun en est bien conscient, s'il n'y a pas de coup d'arrêt donné, vers une guerre mondiale. Alors ils appellent ça autrement, parce que les capitalistes n'appellent jamais les choses directement par leur nom, parce que les peuples sinon se rebelleraient. Ils appellent ça un conflit global de haute intensité. Mais c'est la même chose. Et quel rôle va jouer là-dedans l'Union européenne? Eh bien, un rôle très simple, c'est que l'Union européenne et OTAN, de plus en plus, c'est la même chose. Et l'élargissement vers l'Est continue depuis la chute de l'Union soviétique et du camp socialiste vers l'Est. Ça a été donc l'entrée dans l'Union européenne des ex-pays socialistes de l'Est. Chaque fois qu'ils voulaient adhérer à l'Union européenne, il fallait d'abord qu'ils adhèrent à l'OTAN. Et puis ça a été les ex-républiques soviétiques, de Lituanie, d'Estonie et de Lettonie. Bon. Et ensuite, ça a été des tas de révolutions oranges ici ou là, en Géorgie d'abord, on a essayé le coup en Biélorussie, ça n'a pas marché, puis en Ukraine, pour élargir encore plus l'OTAN dans les marges immédiates de la Russie. Chose que c'est quand même difficile de le comprendre, la Russie ne peut pas plus tolérer que les États-Unis n'ont pu tolérer des fusées soviétiques à Cuba en 1962, où on n'est pas passé loin, effectivement, d'une guerre mondiale. C'est ce qui est en train de se passer. L'Union européenne est une structure de guerre mondiale. Je le dis en pesant mes mots. Donc, vous voulez la paix? Eh bien, n'appuyez pas ce monstre qui est en train de se construire. D'autant plus, si je puis finir, que nous sommes en phase de passage, sans que vous ayez jamais été sollicité, de passage à l'État fédéral européen, c'est-à-dire non plus simplement à une Europe où les nations ont encore un certain poids, mais à un État continental, un empire, ça s'appelle comme ça, dans lequel la France, l'Italie et ainsi de suite ne seront plus que des provinces. Et là, qui l'a décidé, ça? Qui l'a décidé? Eh bien, de ça, vous allez décider si vous votez, si vous allez voter aux européennes, vous validerez ce genre de choses, que vous vouliez ou non. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous dire quel est, selon toi, le véritable enjeu des élections européennes de 2024? Alors oui, l'enjeu véritable des élections européennes pour la classe dominante, c'est-à-dire en gros pour l'oligarchie du CAC 40, en ce qui concerne la France, c'est effectivement de disposer de cet État fédéral européen qui musellera toute possibilité de révolution socialiste pour les 30 ou 40 ans à venir. C'est ça que ça veut dire. En effet, réfléchissons 2 minutes. Si on a un État fédéral européen, et cet État fédéral européen est en marche, il a été validé par une résolution de la fin novembre au Parlement européen, il a été revalidé dans la foulée sans que les journalistes français en parlent, on fait tout ça en catimini, par le Parlement français, par l'Assemblée nationale, ou l'Assemblée dite nationale, plutôt dirais-je. Et là-dedans, eh bien, vous avez des joyeusetés de toutes sortes. Alors on va vers l'armée européenne, on va donc vers l'État européen, on va vers un droit européen où très strictement le droit européen serait systématiquement supérieur au droit national. C'est déjà largement le cas, mais là, ça accroîtrait et ça embellirait. On va vers aussi la possibilité pour les armées de l'OTAN de circuler d'un bout à l'autre du continent sans même avoir la permission des gouvernements nationaux. Et par conséquent, on va vers une projection directe de l'Europe puissance, la traîne, en réalité, des États-Unis. Tout le monde sait bien que l'OTAN, ce sont les États-Unis. Et que ce sont les États-Unis qui cherchent la bagarre avec la Russie et avec la Chine. Si nous voulons être entraînés là-dedans, allons-y gaiement, d'autant plus que le champ de bataille, ça ne sera pas le Wisconsin, ça sera nous, ça sera notre continent. Alors vous avez des enfants, vous y réfléchissez un peu tant qu'à faire, ou si vous n'en avez pas, eh bien, vous vous demandez pourquoi vous hésitez à en avoir, mais peut-être que vous sentez bien que ça ne va pas du tout, que tout ça ne va pas vers la paix, le bonheur, le progrès social.
que chaque fois qu'ils vous disent l'Europe c'est la paix, il faut traduire. Novlangue, c'est la guerre, c'est le progrès social, c'est la régression sociale. Vous avez encore vu sur les retraites. Et ça venait de l'Europe. Les états-majors syndicaux ne l'ont pas dit, mais ça venait de l'Europe. Les 62, écoutez bien ça, 62 exigences, sommations, directives, etc., venues de la Commission européenne entre 2012 et 2022, au moment du Covid, pour réduire les dépenses de santé, c'est Bruxelles. Hein. Pourquoi les directions syndicales ne le disent-elles jamais? Sinon parce qu'effectivement, elles sont complètement arrimées elles-mêmes par l'intermédiaire de la CES, la Confédération européenne des syndicats, à cette Europe supranationale. Donc, sur tous les plans, on a ça. L'enjeu réel de ces élections, c'est est-ce qu'on va valider ou pas ce saut fédéral européen? Est-ce qu'on va entrer dans un nouveau contrat social qui ne sera plus la République française? Même si RF restera indiqué sur les mairies, et si on n'enlèvera pas tout de suite liberté, égalité, fraternité, ça c'est certain, ils ne sont pas fous, il n'empêche que la réalité du pouvoir passera complètement à l'échelon supérieur. Vous ne l'aurez pas décidé, puisque la seule fois qu'on vous a demandé votre avis, c'était en 2005 sur la Constitution européenne. Constitution, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'on constitue l'Europe? Est-ce qu'on constitue un État? On ne constitue rien d'autre qu'un État. À l'époque, vous avez dit non. Eh bien, vous l'avez eu, alors je ne vais pas le dire grossièrement, enfin, vous avez bien vu comment ça s'est passé. Et là, c'est la suite. C'est la suite. On vous fait entériner d'élection européenne en élection européenne quand vous allez voter. Quand vous allez voter, on vous fait entériner le fait que vous avez voté non à un État européen néolibéral et capitaliste en 2005 et que vous l'avez quand même et de plus en plus. Et dans la résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023, il est clairement indiqué qu'il y a le projet de passer du vote à l'unanimité au vote à la majorité. Voilà, alors c'est un point majeur. Oui. Qu'est-ce que ça implique, ça? Eh bien, ça implique alors une première chose, ça implique que donc sur des questions tout à fait centrales, le peuple français ne sera plus souverain, puisque effectivement il suffira que le grand capital aille faire en quelque sorte un peu la quête aux voix dans les différentes capitales européennes. Et quand il aura envie de bousculer ou de supprimer un acquis social, eh bien il suffira qu'il y ait une majorité d'États qui soit contre cet acquis social. Et après, Macron se tournera vers vous et dira « Mais moi je suis contre la retraite à 70 ans. Mais que voulez-vous? C'est la démocratie. Nous sommes minoritaires en Europe. Il faut plus d'Europe pour que ça marche mieux. » Voilà, c'est toujours le même discours. Et bon, ben voilà, après vous pourrez toujours faire des défilés de 3 500 000 personnes avec Laurent Berger devant, qui va sauter comme un cabri sur sa chaise en criant « Vive l'Europe ». Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'il faut voter pour la France insoumise, notamment parce qu'on est dans un contexte de fascisation accélérée? Alors bon, moi je dirais que la France insoumise, évidemment, et ses électeurs ne sont pas des ennemis, et bien au contraire, que notre positionnement vise avant tout, du point de vue, disons, de la politique interne française, à porter des coups, d'une part à Macron, d'autre part à Le Pen, ou à Bardella, c'est la même chose, et même, je dirais, j'ajoute un troisième client, à Glucksmann, qui n'est pas moins dangereux que les deux précédents, malheureusement. Pourquoi? Eh bien parce que Macron, si vous n'allez pas voter, si vous boycottez, vous portez un coup très rude au consensus européen, à la légitimité européenne, et lui, c'est ça son sujet numéro un. Vous lui portez aussi un coup directement, parce qu'évidemment, vous réduisez son nombre de voix. Sur Le Pen, c'est encore plus net. Ce sont les catégories populaires qui risquent le plus de voter Le Pen. Or, les catégories populaires, évidemment, sont celles aussi qui peuvent le plus s'abstenir. Parce que, je rappelle deux chiffres, c'est que en 92, lors du référendum sur Maastricht, les régions ouvrières, et je viens du Nord-Pas-de-Calais, du bassin minier de Lens, ont voté très majoritairement contre le traité de Maastricht. Parce que les ouvriers, ils avaient vu déjà ce que c'était que l'Europe, par exemple le traité charbon-acier, c'est-à-dire plus de charbon et plus d'acier en France, c'est-à-dire le chômage de masse. Bon, et d'un. Et deux, il y a eu la Constitution européenne, et là aussi, la classe ouvrière, ouvriers et employés en gros, a massivement voté contre, massivement voté non. Donc en réalité, voilà, ce sont ces couches populaires-là qu'il s'agit de convaincre que, voilà, si elles s'abstiennent, elles portent des coups non seulement à l'Europe, non seulement à Macron, mais aussi au Rassemblement national, qui est un faux parti national et qui est un faux parti populaire, en réalité. La bonne réponse, c'est ça, parce que Marine Le Pen,
et il faut aller là sur l'essentiel. Donc, ce n'est pas la France insoumise, à mes yeux, qui est Marine Le Pen. Au départ, elle disait que l'Europe, c'était pas terrible, que ceci, que cela, et puis de plus en plus, au fur et à mesure qu'elle se rapproche du pouvoir, elle montre patte blanche à l'oligarchie. Vérifiez tout ce que je dis sur Internet, vous pouvez y aller. Et maintenant, vous voyez bien qu'elle n'arrête pas de dire, comme Bardella, qu'elle veut rester dans l'Union européenne, qu'elle veut rester dans l'OTAN, que d'ailleurs, par rapport à la guerre en Ukraine, de plus en plus, elle adhère au discours dominant, comme Giorgia Meloni en Italie. Il n'y a qu'à voir ce que fait Meloni en Italie, vous verrez ce que fera demain le RN en France. Et donc, en fait, ces gens-là, il faut les délégitimer aussi par la même occasion. Imaginons même qu'ils soient premiers à cette élection, ou que Macron soit premier, enfin peu importe entre les deux. De toute façon, c'est pas la même chose s'ils sont élus avec 60% de participation ou s'ils sont élus avec 40% de participation. Du coup, ça délégitime à la fois l'Europe, l'Union, plus exactement l'Union européenne, atlantique, guerrière, etc., dont j'ai parlé, ça délégitime Macron, ça délégitime Le Pen, et donc nous faisons coup triple dans cette affaire. J'ai parlé de Glucksmann, tout simplement parce que Glucksmann est peut-être le plus belliciste de tous ces trois-là. C'est-à-dire que, lui, alors, c'est l'atlantisme à tous les repas, c'est l'absence totale de ligne rouge par rapport à la Russie, alors que, un peu d'intelligence politique, messieurs, la Russie, on en pense qu'on en veut, mais c'est un État nucléaire qui a des milliers de têtes nucléaires et des missiles hypersoniques. Est-ce qu'on a envie de se frotter à ça et de se retrouver avec une guerre continentale pendant que les États-Unis compteront les points et que notre pays sera rasé? Voilà la réalité. Et c'est ça qu'on appelle la gauche. Alors, si vous boycottez, c'est-à-dire activement, pas simplement je ne vais pas voter, mais j'en parle autour de moi, je fais campagne autour de moi, et qu'un maximum d'ouvriers, d'employés, de chômeurs, de petits fonctionnaires, de gens comme ça, de paysans, ne vont pas voter, font un énorme bras d'honneur, passez-moi l'expression, ce jour-là, vous frappez à la fois l'Union européenne, l'OTAN, les marchands de guerre, Macron, Le Pen et Glucksmann, cette fausse gauche qui, depuis tant d'années, avec le Parti socialiste, n'a cessé de trahir les intérêts populaires et qui fait que maintenant, le Front National est si haut. S'il n'y avait pas les trahisons de la gauche sur 40 ans, le Front National, le RN, si vous préférez, ne serait pas à ce niveau-là. Mais sur la France insoumise, donc le PRCF avait soutenu de manière critique la candidature de Mélenchon en 2017. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, là pour les européennes en 2024, la France insoumise serait une force de gauche eurocritique pour laquelle on pourrait voter? Mais je ne demanderais pas mieux qu'elle le soit, mais le problème c'est qu'elle ne l'est pas. Il faut regarder les positions de Manon Aubry au Parlement. Les militants de la France insoumise ne peuvent évidemment pas être mis dans le même sac que ceux dont je viens de parler dans l'intervention précédente. Mais regardons quand même les choses en face. Manon Aubry, par exemple, sur tous les dossiers fondamentaux, notamment sur les questions atlantiques, et dans la ligne comme les Verts, pratiquement, comme les Verts, avec quelques bémols, parce qu'il faut bien sûr, ne pas lâcher l'électorat, il faut quand même que l'électorat insoumis s'y retrouve un petit peu. Mais globalement, ces gens-là sont dans le narratif atlantique, d'un bout à l'autre, c'est-à-dire on a quand même une belle Europe et il faut qu'elle s'étende comme si l'Ukraine était, comme si le régime ukrainien, mais vous êtes des gens de gauche, camarades insoumis, et vous tolérez ça, mais regardez ce régime ukrainien, quoi. Il n'est pas présentable, il n'est pas décent même, simplement. Il a interdit le Parti communiste, il persécute la jeunesse communiste ukrainienne, il a interdit quasiment tous les partis de gauche, il a supprimé le code du travail dans toutes les petites entreprises. Et donc, vous savez qu'en même temps, les bataillons Azov, Haïdar, Pravi Sector et compagnie, qui sont bardés de gens tatoués de la tête aux pieds avec des croix gammées, paradent dans les cercles proches de Zelensky, ont détruit les statues des héros de l'armée rouge qui ont délivré l'Europe et donc notre pays de Hitler, pour mettre à la place des statues de Bandera, un criminel qui a tué des dizaines, ou si ce n'est des centaines, de milliers de juifs, de polonais, etc., ukrainiens. Voilà l'Union européenne avec qui elle s'allie. C'est quand même monstrueux. Bien sûr, quand je dis ça, ça va vous paraître curieux, parce que tous les médias vous disent le contraire. Mais allez voir par vous-même. On les trouve, les photos. On les trouve, on les voit, ces gens-là, bardés de tatouages. Ils en sont fiers. Ils en sont fiers de porter la swastika nazie et compagnie. Et donc, il suffit d'aller chercher.
Et on trouve ces choses-là sur Internet. Ce sont des réalités. Le PRCF donc, défend le Frexit progressiste depuis sa création en 2004. Pourquoi appeler au boycott et ne pas, par exemple, appeler à voter l'UPR d'Asselineau qui se présente et qui défend le Frexit? Ah oui. Alors, écoutez, d'abord, il faudrait peut-être poser la question à M. Asselineau lui-même. Tout simplement, au départ, si je me souviens bien, quand l'UPR s'est créée, elle appelait elle-même au boycott. Et donc, c'est ensuite qu'elle s'est ralliée à ce simulacre d'élection. Bon, pour quelles raisons? Je crois savoir quand même qu'il faut passer un certain seuil pour avoir des députés européens, dont M. Asselineau ne me semble pas fort proche, que si même s'il en avait, il en aurait un sur combien? 650, 700, quelque chose comme ça. Bon, je lui souhaite bien du plaisir. Que par ailleurs, effectivement, sa position est tout à fait inconséquente. Alors, d'abord, que je sache, M. Asselineau ne se prononce pas pour un Frexit progressiste. Ça, c'est une première chose. Mais enfin, on pourrait le mettre de côté, parce qu'on pourrait se dire que, ma foi, ça serait déjà pas si mal si on sort de l'Union européenne et qu'on verra le progrès social après. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense que pour sortir de l'Union européenne, il faut mobiliser la classe ouvrière, le peuple, et que si le peuple ne voit pas son intérêt, c'est-à-dire le progrès social dans le Frexit, il ne le soutiendra pas. Donc c'est une mauvaise... Même pour le Frexit tout court, il faut le Frexit progressiste. C'est un mauvais calcul. Mais surtout, c'est le fond qui ne va pas. Le fond, c'est que quand on va voter pour le Parlement européen, on fait sans s'en douter deux actes en même temps. Le premier, c'est qu'on va choisir telle ou telle liste. Bon, passons, alors Asselineau plutôt qu'un autre, ou bon, voilà. Mais la deuxième des choses, c'est surtout qu'on crédite le Parlement européen et qu'à travers lui, on crédite l'Europe supranationale au moment où elle est en train de se constituer un État fédéral européen. Et on a déjà dit non à ça par la Constitution européenne de 2005, après quoi on a été en quelque sorte piétiné dans cette affaire-là. Alors voilà, si vous allez voter, vous ne vous en rendez peut-être pas compte comme ça, mais ici peut-être c'est mon côté philosophe là qui reprend le dessus, mais lisez ou relisez par exemple le contrat social de Rousseau, notamment le livre premier qui est lumineux. Rousseau établit que le vrai contrat social ne passe pas par une élection. Parce que là, c'est ce par quoi une minorité se soumet à une majorité. Et encore faut-il que la minorité soit d'accord pour se soumettre à la majorité. Et pour cela, qu'elle admette qu'elle fait partie du même peuple. C'est comme ça que finalement, je suis battu, bon, j'accepte quand même la règle du jeu. Comme quand j'entre sur un terrain de football, si vous voulez, j'accepte que si je fais une main dans la surface de réparation, il y a pénalty, même si c'est moi qui prends le pénalty dans la figure. Bon, eh bien là, ce sont les règles du jeu qu'on valide. Les règles du jeu, c'est qu'on va vers l'Union européenne, État fédéral. Et donc, vous allez voter pour ça, eh bien vous aurez validé le nouveau contrat social, sans qu'en plus on vous l'ait dit clairement. Donc vous serez en quelque sorte trompé, de façon telle que vous ne l'aurez pas vu venir, si l'on peut dire. Moi, je ne valide pas le contrat social de l'Europe supranationale atlantique qui va détruire à la fois le progrès social, ce qu'il en reste, la paix majeure, et la France. Et la France, et bon, il y aura toujours quelques petits malins à gauche ou à l'extrême gauche qui vont me dire que dire le mot France, c'est dire quelque chose de scandaleux, mais pour moi, c'est pas scandaleux. Voilà. En parlant des gauchistes, justement, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que c'est gauchiste, justement, de ne pas aller voter et que nos anciens se sont sacrifiés pour nous donner le droit de vote? Alors là, l'argument est noble, incontestablement, et bon, je peux le avoir ressenti puisque je suis militant communiste, donc depuis 68, je me suis opposé plus d'une fois au slogan « élection piège à con ». Et la plupart du temps, le PRCF en tant que tel, comme le PCF auquel j'ai appartenu avant, appelle à voter aux élections municipales, aux élections législatives, et ainsi de suite. Mais justement, il ne faut pas faire comme si toutes les élections étaient sur un même plan. Là, il ne s'agit pas d'une élection nationale, il ne s'agit pas de la République française, dont on veut changer l'orientation, mais qu'on accepte. J'accepte la République française et je veux qu'elle devienne une République socialiste française, mais j'accepte la République française. Là, on veut nous mettre devant un nouvel État, dans lequel la République française, en réalité, ne sera plus, disons, qu'une façade, en réalité. Bon, alors là, c'est tout à fait autre chose. Et donc, si vous voulez, il y a des gens, effectivement, qui sont morts
pour la République française en 1848, par exemple, bon, la Commune de Paris et d'autres élections comme ça, ou d'autres insurrections comme celle-là, les Trois Glorieuses, etc., bien entendu, honneur à eux. Mais il y a aussi des gens, il y a aussi des cas où effectivement, ce qu'on nous demande de valider en allant aux européennes, c'est justement de rayer tout ça, c'est de foutre à la poubelle tout ça. Et c'est justement de, comment dire, délégitimer notre vote. Parce qu'après, mais vous le voyez déjà, c'est pas moi qui l'invente tout ça, vous voyez bien que avec l'Union européenne telle qu'elle est, depuis maintenant presque 40 ans, que vous votiez à droite ou que vous votez à gauche, c'est pareil, puisque c'est l'Europe qui cadre. Et qu'ensuite les gouvernements, de toute façon, font la même chose. Vous l'avez bien vu avec, successivement, Mitterrand, Jospin, qui a plus privatisé que Balladur encore, et ainsi de suite. Bon, on pourrait donner toute une liste impressionnante. Hollande, bon, quand même, Hollande, qui n'a pas vu que Hollande, c'était une fausse gauche, et que tout ça est cadré par l'Union européenne. Donc, à partir de là, quand vous allez voter pour le Parlement européen, quand vous allez, donc, du même coup, sans vous en rendre forcément compte, créditer l'Europe supranationale, vous faites le contraire de ce que vous croyez faire. Vous invalidez les sacrifices de nos aînés, les sacrifices des gens qui sont morts pour la souveraineté du peuple français. Vous votez contre la souveraineté du peuple français. Et vous ne faites pas un acte citoyen. Nous appelons à un boycott citoyen. C'est un peu quand même, je crois, différent. Peut-être un dernier point, notamment pour les électeurs communistes qui ne connaissent plus l'histoire de leur parti, puisque beaucoup d'entre eux disent « le Parti communiste a toujours participé aux élections ». Faux. En 69, et ça c'était pourtant dans le cadre d'une élection française, eh bien il y a eu... Présidentielle, donc la plus élevée dans le système. Et donc, c'était l'élection qui a conduit au pouvoir Pompidou. Et donc, au deuxième tour, on s'est retrouvé avec deux candidats de droite, Pompidou et Poher, les socialistes ayant fait ce qu'il faut pour que, ils ont déposé une liste un peu au dernier moment, pour que Jacques Duclos ne soit pas au deuxième tour, le candidat communiste qui a quand même fait 21%. Et bien, le Parti communiste, à l'époque, a appelé à l'abstention, et son mot d'ordre était « bonnet blanc, blanc bonnet hein ». Donc, ne me dites pas que c'est gauchiste de boycotter. Ça dépend. Et là, en l'occurrence, on a toutes les raisons de boycotter, ne serait-ce que parce qu'à la fois, on a cette Europe de plus en plus guerrière, de plus en plus austéritaire, de plus en plus fascisante, même, effectivement. Donc, comme tu l'expliques, le PRCF, donc Pôle de Renaissance communiste en France, fait campagne avec d'autres organisations pour un boycott massif de ces élections. Et tu expliques notamment dans un article que j'ai lu qu'une abstention massive mettrait les travailleurs en position de force pour exiger un référendum sur le Frexit. Et donc sur cette question du Frexit, est-ce que selon toi il faut sortir de l'UE par l'article 50 comme le propose l'UPR? Ah oui, alors... Comment sortons de l'UE en fait? Oui, alors la première des choses évidemment c'est que si déjà, non seulement à l'échelle de la France, mais même à l'échelle de l'Europe, et malgré le vote obligatoire dans plusieurs pays, pour l'instant, il n'y a au fond de majorité de gens qui vont voter en Europe que parce qu'il y a des pays, comme l'Italie ou la Belgique, où le vote est obligatoire. À supposer que le vote ne soit pas obligatoire partout, déjà, une majorité de gens ne voteraient plus en Europe. Hein. Mais bon, imaginons qu'on ait vraiment une grosse majorité de gens qui boycottent, et de gens des classes populaires. Moi, c'est ceux-là qui m'intéressent. Figurez-vous, je suis communiste, alors c'est quand même les ouvriers, les employés, les paysans qui m'intéressent. Les petits commerçants, petits artisans... enseignants, etc. Quoi. Eh bien, dès le lendemain, si on est conséquent, il faut réclamer un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Et déjà, vous avez des sondages qui ont eu lieu à ce sujet et qui disent qu'une majorité, mais forte, très forte, de Français seraient d'accord pour qu'il y ait un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Je ne dis pas qu'ils voteraient forcément pour cette sortie, mais au moins il y aurait un débat démocratique. Au moins on saurait, enfin, si les Français veulent rester dans ce merdier ou pas, hein, en quelque sorte. Et bon, il est clair que, si vous voulez, moi je vous rappelle la campagne du référendum de 2005, au début, les partisans du oui étaient très majoritaires, parce qu'au fond, ils n'étaient pas très éclairés, il n'y avait pas eu de débat politique. Mais quand il y a un vrai débat politique, et que tout le monde se mobilise, et que là, comme c'est étrange, 80% des gens vont voter, hein, c'est ce qui s'est passé en 2005, eh bien le peuple dit non. Hein. Le peuple dit non à l'arrivée, et évidemment, ils ont très peur de ça. Alors ça, c'est une chose. Ça, c'est donc l'aspect bataille politique immédiate. On ne fait pas boycotter pour boycotter, puis on part en vacances. On fait boycotter pour aller plus loin, et
porter débat sur la légitimité même de l'Union européenne, qu'il ne faut pas confondre avec une Europe des peuples hors de l'Union européenne. Non pas dans l'Union européenne, mais en sortant de l'Union européenne, en la reconstruisant à côté, autrement, effectivement. Et alors, effectivement, pour l'article 50, ne pas se lier les mains d'avance. Tous les moyens sont bons pour sortir de l'Union européenne, si vous voulez, à partir du moment où ils sont de masse et démocratiques. Mais effectivement, ne pas se lier les mains d'avance. Parce que, tout simplement, on l'a bien vu avec les négociations sur le Brexit, par exemple, quand il y a des négociations qui durent comme ça pendant un temps très long, le grand capital mondial a tous les moyens possibles et imaginables pour tout simplement saboter la sortie. Il faut qu'on fasse la sortie de façon offensive, à la prolo, si l'on peut dire. Il faut un Frexit populaire, révolutionnaire, dynamique, où le peuple garde toujours l'initiative. L'article 50, c'est peut-être pas la meilleure façon pour que le peuple garde l'initiative. C'est plutôt pour que les institutions européennes gardent l'initiative et qu'elles sabotent le Frexit et le rendent impossible et impraticable. Donc, peu importe à la limite, c'est pas l'institutionnel qui compte le plus, c'est le fait qu'on se donne les moyens qu'à chaque instant, les luttes pour le Frexit progressiste aillent de pair avec les luttes des paysans, avec les luttes des travailleurs pour les retraites, pour la sécurité sociale et ainsi de suite, et avec les luttes tout simplement des citoyens d'une façon générale pour récupérer un peu de souveraineté dans ce pays où effectivement on peut voter ceci, on peut voter cela, de toute façon c'est comme à l'armée, dans le temps, on ne vous demande pas si la soupe est bonne ou si elle est mauvaise, on vous demande si elle est bonne. Et donc on ne vous demande pas si vous voulez sortir de l'Europe ou si vous voulez y rester, on vous demande si vous voulez y rester. Eh ben, moi j'ai pas envie d'y rester, tiens, soit dit en passant. Si on y reste, on y restera. C'est-à-dire la démocratie y passera, le progrès social y passera, et surtout la paix y passera. Bon, j'ai pas envie de ça, et je crois que personne n'a vraiment envie de ça. Une dernière question que je voulais te poser, c'est par rapport aux gens, notamment à gauche, qui disent regardez, il y a eu un Brexit au Royaume-Uni et ça n'a pas amélioré le sort des travailleurs, notamment. Alors pourquoi faire un Frexit en France ? Oui, alors, justement, nous disons, et c'est pour ça que je réponds aussi par le biais à M. Asselineau, nous disons qu'il faut d'emblée caractériser le contenu, allons-y avec les grands mots, le contenu de classe du Frexit, le contenu social, et que nous disons Frexit progressiste. Et que d'emblée, il faut orienter ce Frexit. Il ne s'agit pas simplement de sortir et puis de dire ensuite j'erre dans la rue comme une âme en peine en ramassant les papiers, mais je sors de la prison et je sais où je vais, dans quelle direction je vais. Et pour nous, la question n'est pas mystérieuse. On veut aller vers le socialisme, on veut sortir du capitalisme. Je ne dis pas qu'on sort du Frexit et on sort de l'UE et le lendemain on est dans le socialisme. Mais je dis qu'il faut en tout cas savoir où on veut aller. Et que si on n'a pas un cap clair dès le début, ce Frexit effectivement peut ne pas donner grand-chose. Alors notons bien que je ne critique pas à 100% le Brexit tel qu'il a eu lieu, parce que pour les travailleurs britanniques, il y a non pas une amélioration de leur sort, mais une possibilité d'amélioration de leur sort par des moyens nationaux. Parce que maintenant, si les travailleurs britanniques veulent se donner les moyens, et ils ont fait de grandes grèves il y a 2 ans, pour sortir leur pays de cette situation qui résulte d'années de thatchérisme et de blairisme, eh ben, ils peuvent maintenant quand même plus facilement le faire qu'avant, puisqu'ils n'auront plus sur le dos que la classe dominante britannique au lieu d'avoir toute la classe dominante européenne. Alors que nous, si on reste dans l'Europe, non seulement on a Macron et le CAC 40 sur le dos, mais on a le CAC 40 européen sur le dos. C'est l'histoire de la Sainte Alliance par laquelle je commençais tout à l'heure. Si on peut déjà, casser la grande prison et qu'on n'a plus que la petite, eh ben c'est mieux. Même si, naturellement, il faut aussi casser la petite. Personne ne vous dit qu'il ne faut pas casser le capitalisme en France. Personne ne vous dit, voilà, on sort de l'Union européenne et tout va bien. On est dans une société magnifique comme en 1970. On sait très bien que c'est pas comme ça que ça marche. À notre époque, on ne pourra retrouver la pleine et entière souveraineté du pays que, bon, bien sûr, en cassant d'abord le carcan européen, mais en visant clairement la sortie du capitalisme. Merci beaucoup, Georges. Donc, je rappelle que tu as écrit Le nouveau défi léniniste, où tu traites en particulier de certaines de ces questions. Et plus récemment, Marianne ne consent pas, où tu parles des luttes populaires en France et comment le peuple et les travailleurs français résistent à toutes ces réformes qui viennent notamment de l'Union européenne.
et où tu offres des perspectives politiques et notamment le Frexit progressiste. Eh bien, merci beaucoup à toi, Yannick, et au Café Marxiste. Et je vous montre ceci à l'écran. C'est une petite brochure que nous diffusons à l'heure actuelle pour montrer la nocivité de l'Union européenne et la nécessité d'en sortir pour ne pas y rester. Merci beaucoup. À bientôt.